retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Effet de levier. Je reçois un ami à moi, agent immobilier, Antoine Le Cerf, qui vient directement de Toulouse pour cette émission puisqu'on la tourne à Paris. Je vais laisser Antoine se présenter de vive voix. Ouais, merci Paul de m'inviter déjà. Et bonjour à tous, je m'appelle Antoine Le Cerf, je travaille pour Square Habitat, Crédit Agricole à Toulouse. Et écoute, pour moi, c'est un grand plaisir d'être présent aujourd'hui et de pouvoir répondre à tes questions et de participer à ce podcast. C'est top que tu aies fait le déplacement. En fait, avec Antoine, on était en études ensemble, Mm, donc ça remonte un petit peu maintenant, une petite dizaine d'années. c'est ça. Et du coup, on se suit toujours aujourd'hui. On travaille ensemble Ouais. aussi dans la mise en relation, puisque quand j'ai des clients qui veulent investir notamment dans l'immobilier ancien, je te les envoie sur la région toulousaine, mais pas que, puisqu'avec ton réseau, je crois que tu as accès un petit peu à toute la France d'une certaine manière. Ouais, alors essentiellement, moi je travaille sur Toulouse et un peu sa périphérie, mais dans l'idée, effectivement, le fait de pouvoir se faire des recommandations et pour tes clients, c'est pour moi un plaisir de pouvoir faire ça. Et écoute, je suis très content en tout cas d'être là aujourd'hui. Bah écoute, merci à toi. Le podcast va se dérouler assez simplement. On va faire comme d'hab, on va répondre à toutes les questions à travers l'échange des experts. On va dégrossir toutes les questions qu'on a relevées, autant toi que moi. Mm. Et puis l'idée, c'est que ça puisse, pour vous, vous apprendre et vous aider à investir et comprendre comment ça fonctionne réellement l'investissement dans l'immobilier Ouais. ancien. Ouais, le but je dirais, du podcast, là, c'est peut-être de traduire un petit peu ce qui peut être, des fois, on va dire, pas masqué, mais ce qui est moins visible, en fait, de Mm. l'immobilier, parce que l'immobilier, ça reste un sujet de table dans lequel tout le monde peut intervenir. Souvent, il y a beaucoup de personnes, surtout quand on sait qu'on travaille dans l'immobilier, oh oui, moi, j'ai fait ça, ma maman, elle a acheté un appartement, on a revendu. Donc, c'est un sujet qui est hyper ouvert, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est pour essayer de montrer l'envers du décor, tout en restant, on va dire factuel quand même et donner des informations précises. On se retrouve tout de suite pour l'échange des experts. Première question, Antoine, pourquoi investir dans l'immobilier? Moi, j'ai tendance à dire que c'est une valeur refuge pour plusieurs choses, notamment le manque de logement, la pierre, la valorisation, la sécurité, etc. Comment toi, est-ce que quand tu as des clients, tu l'expliques et comment tu le considères? Alors, souvent, quand je reçois les clients, bon, ils ont déjà envie d'investir dans l'immobilier. Ouais, Donc, pour eux, c'est un projet. C'est vraiment déjà, c'est mûri, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Après, investir dans l'immobilier, je pense que ça fait partie des mœurs, surtout en France où on se dit, investir dans l'immobilier, c'est bien pour le patrimoine, c'est bien pour la la retraite, protection. la famille. Bon, la première des choses, c'est le côté résidence principale, hein, s'acheter son toit. Et après, le côté investissement, bon, c'est un petit peu le plus qui fait que on investit sur l'avenir et on se dit que pourquoi pas, dans quelques temps, on va pouvoir en récolter quelques fruits. Voilà. En effet, la résidence principale, a fortiori, c'est pour beaucoup, en tout cas en France, dans les mœurs, un objectif à terme. L'investissement locatif, et nous, on va pas mal s'axer là-dessus dans le podcast, c'est pourquoi l'immobilier, c'est aussi pour l'effet de levier. Alors, le nom du podcast est plutôt bien choisi en ce sens, mais de dire, en fait, je vais emprunter pour financer un investissement. Mhm. Donc, c'est là aussi où je pense que, enfin, je sais, moi, mais il faut peut-être l'expliquer aux gens que tu as un vrai conseil à apporter parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte Mhm. quand on investit de manière locative dans Ouais. l'immobilier. En revanche, pourquoi le faire? On retrouve mêmes axes de pensée que la résidence principale, c'est de dire c'est sécuritaire, Oui. c'est de la pierre, Mhm. et il y a l'effet de levier quand on investit en locatif, quoi. C'est ça, le but de pouvoir faire un prêt, de financer un logement et qu'il soit loué derrière. Bon, on se dit souvent, et c'est un petit peu le côté des fois très utopique de l'immobilier, de se dire on va emprunter, donc la mensualité sera comblée par le loyer. Ça, c'est la vision, on va dire, parfaite qu'on peut avoir d'un Mm. investissement. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte, évidemment, qu'on va détailler après. Mais disons que dans l'idée, effectivement, déjà, on peut financer un bien avec de l'argent qu'on demande à la banque. Bon, il faut avoir de la sécurité aussi et un bon profil, bon dossier. Mais disons qu'effectivement, après 10 20 ans, ton appart, s'il a été loué pendant toute cette période, c'est là après que tu en récoltes les fruits. Puis surtout, l'appart aussi, il a une valeur et une certaine liquidité. Donc à la revente, pouvoir partir sur d'autres projets, etc. Il y a deuxième question que je voulais aussi qu'on aborde, c'est qu'il y a quand même un sujet d'actualité aujourd'hui, notamment par rapport à le contexte géopolitique, Mm. l'inquiétude des gens, on a pu voir les marchés boursiers osciller pas mal ces derniers mois. Est-ce que le marché immobilier, qui donc est, on va dire, parallèle au marché boursier, puisque c'est vraiment une autre catégorie d'investissement, si Mm. je peux dire, est-ce que celui-ci est aussi impacté? Et si
c'est le cas. Est-ce que c'est le bon moment pour investir pour toi? Pour le marché de, par exemple, 2025 et maintenant? Ouais, le marché de l'immobilier actuel. Déjà, 2025 a été une très bonne année. Ouais, Au-delà des, je dirais, des péripéties médiatiques et géopolitiques qu'on a pu voir, le marché a été très bon. On a fait une superbe année. Alors, je parle nous pour notre cas, donc Square Habitat, Crédit Agricole, mais je pense qu'au sens global, quand même, l'immobilier s'est bien porté en France. Alors, j'ai vu des statistiques qui disaient qu'il y avait une hausse de nombre de transactions de mmh, à peu près 10% ou plus. 11 je crois que c'était, ouais. Voilà, donc c'est des données qui sont hyper positives déjà pour nous, qui sont hyper stimulantes. Ça veut dire que le marché quand même est quand même motivant et dynamique. Et après, ça montre que les gens aussi sont toujours intéressés par l'immobilier. Donc, on a un marché qui est pour moi porteur, qui est florissant parce qu'on continue d'avoir de l'activité. Après, l'habitation, ça reste quand même un des besoins primaires de l'homme. Complet. Hein, on va partir sur ce constat-là. Donc, je dirais que les fluctuations que tu as pu citer donc, sur les marchés financiers et mondiaux, peut-être a moins d'impact sur l'immobilier, ancien et neuf, hein, je parle toutes catégories Ouais. confondues, parce qu'en fait, on est quand même sur une obligation de se loger, de trouver un toit. Et Donc, un besoin complet. ouais, Mais totalement. et c'est Je tout le dis paradoxe. obligation, besoin, Oui, obligation, mais ça peut se confondre, complètement. parce qu'il faut quand même qu'on ait une habitation, quoi. Et paradoxalement, en France, comme on disait, on est plutôt dans les mœurs investisseurs dans la pierre, ou en Mm, tout cas, on a une vraie sensibilité français à investir dans la pierre, ouais, alors qu'on a un gros manque de logement et qu'il a plutôt tendance à se creuser, ce trou, ce manque, que à se combler. ouais, Donc c'est aussi ce qui, à mon sens, pour répondre à cette question assez simplement, est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier? Oui, plus que jamais, et ça le sera toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on vient de dire, déjà, mais aussi parce qu'il y a ce manque, et donc à partir du moment où vous allez répondre à ce besoin-là, bah, d'une certaine manière, déjà votre investissement, il est sécuritaire parce que bah, vous savez que derrière, il y a potentiellement un locataire, puisqu'il y a un besoin. ouais, exactement. L'avantage de l'immobilier dans l'ancien, je trouve que c'est important, toi tu es super bien placé pour l'expliquer. L'emplacement, je trouve, principalement, mais je te laisse la parole, Antoine. Comment est-ce que toi, tu qualifierais les... Enfin, ouais, qu'est-ce que tu énoncerais comme avantage à investir dans l'immobilier ancien? Bah, dans l'immobilier ancien, simplement, bon, c'est déjà un très bon investissement et c'est un investissement qu'on peut appeler effectivement un beau père de famille, hein, comme tu dis, dans les mœurs, parce que c'est vrai qu'on a toujours des parents ou des amis, des gens qu'on connaît qui ont investi depuis longtemps et qui maintenant en récoltent les fruits et ça fait toujours plaisir de voir ça. Alors, l'emplacement, quand tu parlais de choix d'investissement, hein, ce que je comprends là, c'est que, alors bon, sur 10 personnes, les projets d'investissement, ils vont être différents. Il y en a qui vont D'accord. chercher à être rentables, il y en a qui vont chercher à faire des projets coloc, il y en a qui vont faire des choses très simples, il y en a qui vont viser plutôt du patrimonial avec des secteurs effectivement choisis. Donc après, c'est du cas par cas. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de meilleur choix. C'est en fonction de chacun et c'est en fonction de ce qu'on souhaite faire et à quoi correspond notre projet, quoi. Ouais, et potentiellement, moi, ce que j'entendais aussi par remplacement, c'est que bah, quand on veut y faire du patrimonial, et ça s'axe beaucoup sur ce critère-là, Mhm. on peut avoir un choix, entre guillemets, du cœur. En tout cas, on va aller chercher beaucoup plus sensibilité à l'emplacement, ce qu'on appelle le charme dans l'ancien, Ouais, tout ça, qui a déjà pas dans le neuf, ça n'existe pas, le charme. Et deuxièmement, on arrive sur des emplacements où, bah, nous qui venons de Toulouse, typiquement, en hypercentre de Toulouse, vous n'avez pas de neuf. Ça n'existe pas. Il n'y a pas du neuf ouais. qui se construit en Ou c'est hypercentre de très Toulouse. rare sur de la réhabilitation, Sur des voilà. dispositifs Mais particuliers, il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement. très très cher dans ce cas-là, parce que valoriser des travaux, c'est très cher, etc., etc. Donc, forcément, déjà, vous allez avoir accès à ce prestige-là de dire, bah, je peux investir dans des endroits où aujourd'hui, c'est en effet l'ancien qui va s'y Ouais. prêter, mais que j'aurai jamais dans le neuf. Ouais, totalement. Donc l'aspect effectivement de l'emplacement en centre-ville, il fait aussi son effet parce que ben, c'est recherché, c'est prisé. Du coup, ben, les prix aussi montent et sont différents d'autres quartiers. Donc c'est du cas par cas, ça reste du cas par cas quand même. Mais évidemment, ça nous fait toujours, moi, ça me fait très plaisir et je suis hyper on va dire, stimulé, motivé quand ben, j'ai la possibilité de faire visiter des appartements, des maisons dans des quartiers qui sont sympathiques. Et ça fait plaisir pour nous aussi au sens professionnel de pouvoir montrer des biens qui sont quand même Ouais, bien situés. votre quotidien, de cette manière, il est animé aussi par bah, visiter ces appartements ou ces maisons, en tout cas ces biens immobiliers de manière générale, mais Ouais, qui sont souvent bah, assez somptueux, auxquels ouais. on s'attend pas, ou des petites exclusivités. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, Mm, mais en tout cas, ça permet de le faire. ouais. Petite passerelle sur
parce on l'a dit juste avant, et on a parlé de réhabilitation. Ça fait Oui. partie des dispositifs qui existent aujourd'hui à réhabiliter l'ancien. Euh, pour expliquer un petit peu à nos spectateurs et auditeurs, Mm. assez simplement, quels sont les dispositifs quand on investit dans l'immobilier ancien qui peuvent s'adapter à ces investissements-là. Oui. On a parlé du Malraux, est-ce que tu veux en citer d'autres? Parce qu'on a une petite liste, mais Le Malraux, j'en parlerai pas trop parce que je pense ne pas le maîtriser, ouais, au-delà du fait que c'est des volumes de travaux qui sont quand même assez importants. Les dispositifs qu'on a dans l'ancien, la création de charges, donc le déficit foncier, donc ouais, le fait de faire des travaux quand même, sans être sur le Malraux, hein, c'est vraiment à part. Mais le déficit foncier, donc créer une charge de travaux importante pour venir l'échelonner, l'amortir sur les revenus fonciers. Ça marche bien ouais. pour les gens qui peuvent voilà, faire des investissements dans des appartements à rénover pour derrière venir lisser l'impôt. Ça, c'est quelque chose de très très bien. Tout est mesuré hein, quand même, hein. Il faut regarder ce qu'on achète quand bien Ouais. même. Et après, derrière, le volume de travaux à investir. Oui, ça reste de l'immobilier. De toute Oui, façon, il ne faut pas l'oublier. Il y a le nouveau dispositif qui est aussi éligible à l'ancien, qui est le dispositif Jean Brun, le statut du bailleur privé, oui. sous certaines conditions. Donc bon, ces conditions, elles sont multiples. Il y a le plafonnement des loyers, il y a le plafonnement des ressources du locataire, et il y a aussi un certain volume de travaux qu'il faut faire dans l'appartement pour qu'il soit éligible. Toutes ces informations et tous ces paramètres-là, si vous venez nous rencontrer, si vous nous contactez, on vous les expliquera bien plus en détail. Mm. Parce que là, l'idée, c'est pas de passer 2 heures à vous parler de tous ces dispositifs. Mais pour faire la liste très simple, il y a le LMNP, soit on loue en meublé, on amortit, le Malraux, le monument historique, le de Normandie et le dispositif Jean Brun maintenant. Ok, tu voulais rajouter quelque chose, Antoine, là-dessus? Non, après, sur les dispositifs, non, on aurait pu parler simplement d'une personne qui veut faire un investissement dans l'ancien classique, Ouais, qui va se retrouver sur le cadre des revenus fonciers, hein, donc soit au forfait, avec l'abattement classique au forfait, ou soit sur un régime réel, là où il va pouvoir aussi déduire toutes les charges, les intérêts, etc. Donc il y a aussi, voilà, non pas un dispositif, mais simplement une règle de fiscalité sur les revenus fonciers, qui peut être plus ou moins intéressante, encore une fois, pour chacun. complètement. Et donc, c'est là où il faut y mettre un bémol, c'est que c'est important de faire, et c'est très bien que vous ayez envie de faire et que vous fassiez, mais pour ça, il faut bien le faire, et ça, faut l'optimiser. Parfois, le déficit n'est pas adapté, parfois ça l'est, Mm. etc. Tout ça, ça se chiffre, ça se projette. Moi, c'est mon métier. Antoine, il le fait aussi, même si c'est pas le cœur de ton métier, tu sais aussi le faire. En fait, je vais pouvoir conseiller Mais tu fais sans pas le suivi forcément, tous les ans. on va dire, prendre la responsabilité de Oui. donner une ligne directive à un Mm. client. C'est pas du tout ça. Le but, c'est d'aller quand même chercher les intérêts du client et lui proposer des choses dans lesquelles son projet, voilà, ça ressemble à sa recherche, quoi. Après, dans l'idée, il fait son choix après sur le dispositif. Sujet parallèle, on vient de parler de réhabilitation avec les dispositifs fiscaux. D'une manière générale, même hors dispositif, c'est quand même un vrai sujet d'actualité. Il y a eu pas Oui, mal de réformes ces dernières années sur tout ce qui est, on a beaucoup entendu parler de DPE, oui, diagnostic performance énergétique. oui. Comment est-ce qu'on peut appréhender ces mesures qui ont été mises en place et du coup, d'une certaine manière, les chiffrer quand on décide d'investir, savoir est-ce que j'ai la bonne lettre, est-ce qu'il faudra que je fasse des travaux, si oui, combien ça va me coûter, etc. etc. Alors, nous, on y a fait face, par contre, en tant que pro. Par contre, on a été formé un peu là-dessus, sachant que c'est des choses qui sont aussi très médiatisées. C'est-à-dire que les gens, maintenant, quand ils nous appellent, forcément, limite, après l'adresse, ils nous disent c'est quoi le DPE? C'est quoi Ouais, la note? Et ça, ça nous fait. Nous, c'est un plaisir d'en parler, parce que maintenant, on sait de quoi on parle. Mais ça a été un sujet parce qu'il y a je pense, une bonne partie, en tout cas, dans les villes, dans les grandes villes, qui sont immobilier historique, etc., dans les villes comme Paris, je pense, Lyon, Toulouse, Bordeaux ou d'autres grandes villes de France, où on a eu quand même, je dirais, une part de l'immobilier ancien qui était hyper concernée par ces mesures de performance énergétique. les passoires thermiques. Les passoires thermiques, les DPE, E, F, G, là, les dernières lettres qui sont en plus mis en gros, hein, quand Ouais. on a une mauvaise note sur le diagnostic, on le voit de suite. Et nous-mêmes, commercialement, c'était important de savoir le traduire, savoir, OK, là j'ai une note en G, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça impacte sur le prix? Qu'est-ce que je dois donner comme information à mon client, autant vendeur que acheteur? Donc pour nous, c'était obligé de se mettre à jour et d'être un minimum formé pour savoir quoi dire au client et être dans le devoir de conseil là-dessus. Oui, parce il y a deux manières, on va dire, pallier à ce DPE et donc d'améliorer sa note. C'est Oui, soit vous faites de manière assez particulière, donc c'est vous dans votre appartement, vous faites une isolation par l'intérieur. oui, Donc ça coûte et ça réduit un peu la surface, mais ça marche très bien.
Ouais. soit c'est une copropriété, si vous avez investi en copropriété, et dans ce cas-là, c'est l'isolation par l'extérieur. Alors, c'est du cas par cas parce que là, en fait, la note, elle n'est pas forcément liée à de l'isolation. Elle va être liée aussi au système de On est chauffage. d'accord, ouais. Elle va être liée à des petites choses déjà. Il faut savoir qu'entre les mesures de DPE qui ont été mises en place depuis 2021-2022 et maintenant, il y a eu des modificatifs qui ont été faits au niveau légal et au niveau État qui vient après découler sur le travail des diagnostiqueurs, des experts. Donc en fait, il y a eu plein de changements. Donc il y a eu des notes qui ont été allégées, il y a eu les petites surfaces ont été aussi améliorées. Ouais. En fait, on vient travailler sur le global. Donc c'est pas forcément des mesures de copro, c'est pas forcément des mesures d'isolation, mais c'est vraiment, il faut regarder un peu avec de la largeur sur ces critères et essayer de voir ce qui est concerné, essayer de travailler dessus pour essayer de remonter la note si elle est mauvaise. Sur les DPE, il n'y a pas, alors dis-moi si je me trompe, mais il n'y a pas une partie où ils vous conseillent pour améliorer la note et ils chiffrent à peu près, ou en tout cas ils vous disent qu'il faudrait changer le chauffage, ça ferait peut-être ça, et Ouais. c'est ça. En C'est fait, quand ils même font. indicatif, non? Oui, c'est indicatif. Alors, c'est très générique parce qu'en fait, disons qu'avec l'étude du logement, ça sort un modèle générique de conseil sur des travaux. Il y a aussi, d'ailleurs, je trouve ça un peu difficile à montrer aux clients, mais il y a aussi une notion de volume de travaux en termes de Oui. montant. Et ça, je trouve ça fou parce que c'est souvent des données qui sont assez majorées. C'est comme quand on regarde sur Google Maps et on regarde d'un point à un autre, souvent la distance elle est folle et quand on la fait à pied, c'est un peu moins long. Ben, c'est un peu pareil pour les DPE, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont travailler sur un volume assez large et derrière, c'est au client de voir ce qu'il souhaite faire. Le but, c'est qu'en fait, nous, en termes professionnels, on leur donne les clés. On conseille si on peut conseiller sur deux, trois choses, mais après, sinon, on leur laisse entre les mains la chose, quoi. Et je rajouterais juste une chose sur les DPE, puisqu'on en a parlé dans la Ouais. question d'avant, qui sont les déficits fonciers. Mhm. Petite précision, donc déficit foncier, comme disait Antoine, ça permet d'avoir une économie d'impôt la première année, mais surtout de gommer les futurs loyers sur les années qui suivent. Dans le cas où vous faites, il est plafonné à 10 700, ce déficit foncier, Ouais. mais dans le cas où vous faites des travaux énergétiques, là, il est poussé à 21 400. Paramètre important aussi à prendre en compte parce que ça peut générer de grosses économies d'impôt si on les fait d'un coup, plutôt que... Ouais, ou qu'on les reporte par la Exactement. suite. Ouais. Euh, ok, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, Antoine, sur les DPE? Non, non, non. Après, ce qu'on peut rajouter, c'est que effectivement, au niveau des copros aussi, des résidences, hein, là, on va travailler sur ça, enfin, en tout cas, sur cette question des DPE et des résidences, c'est que effectivement, les syndics de copropriété se sont mis petit à petit aussi à effectivement voter des travaux qui sont réalisés par des audits, ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux. Hmm. Donc maintenant, toutes les copros le votent en AG. Donc, c'est des cabinets d'audit qui viennent. Audit énergétique. Audit énergétique, audit aussi simplement structurel, pathologie du bâtiment, tout ce qui entoure la copropriété, de manière à faire une attestation, on va dire, de tout ce qui va ou ce qui ne va pas dans une copropriété et donner des mesures avec un plus ou moins moyen terme de ce qu'il y a à faire pour que la copropriété soit bien entretenue, qu'il n'y ait pas de problème technique. Le technique, c'est les réseaux, ça va être la structure, ça va être l'isolation des parties communes, ça va être le fonctionnement en soi de l'immeuble. Donc il peut y avoir des mesures prises. En fait, dans ces audits-là, qu'on soit clair, il y a très peu de copros qui mettent en place Oui. les mesures dites dans ces audits-là. Mais disons que c'est au moins de l'information. Et les gens sont en fait pleinement informés, donc ça part du diagnostic jusqu'à l'audit. Et les gens sont informés de ce qu'il y a ou pas à faire. Il y a un truc que je voudrais, pour finir ce sujet énergétique, sur lequel je voudrais apporter des précisions, c'est Mm. valoriser l'importance de ton métier et de toi, en l'occurrence, dans un investissement. C'est que, tu l'as dit juste avant, vous avez fait des formations pour apprendre à lire CDPE, etc. Ouais. Pas des choses, c'est pas inné, et c'est pas grave de pas savoir comme ça. En revanche, c'est bien d'être accompagné parce que toi, tu vas, entre guillemets, prémâcher tout ce travail-là pour vulgariser et simplifier, traduire, si je puis dire, Ouais. toutes ces DPE, audits, etc. à un client pour que ça soit plus facile à la lecture pour lui, quoi. Ouais, c'est comme quand on était à l'école tous les deux, on apprend des choses et il y a certains sujets qu'on ne maîtrise pas, on est obligé d'en savoir un peu plus. Donc les formations, nous en tout cas, dans notre groupe, c'est primordial parce que ça nous permet effectivement déjà de lever des objections avec Ouais. les clients et d'avancer un peu plus sereinement, d'éloigner un peu les brouillards qu'on peut avoir quand on achète de l'immobilier. On reste sûr quand même, je le dis, et c'est ce que souvent une de mes collègues me dit souvent, c'est qu'un Français va acheter entre 2, 3, 4 biens immobiliers dans sa vie. Donc, c'est important aussi qu'elle vive l'expérience d'un achat au mieux et avec beaucoup de positifs
dans ces projets. Ok. Prochaine question, Antoine, on l'a très vite évoqué tout à l'heure, l'emplacement. Ouais. Lors d'un enfin, qu'est-ce qui est vraiment important pour l'emplacement quand on veut sélectionner un investissement locatif? Quels sont les critères qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est plutôt grande ville? Est-ce que c'est plutôt petite ville? Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend des objectifs de chacun. Mhm. Mais toi, comment est-ce que tu valorises et tu sélectionnes des emplacements par rapport à des clients qui souhaitent investir en locatif vraiment Ouais. pur, Faut quoi? qu'ils investissent à Toulouse Ouais. déjà. Voilà, parce que c'est la plus belle ville de France. Pas chauvin. Mais alors après, l'emplacement, je dirais que c'est du cas par cas. Alors, il y a souvent des choses qui sont hyper rigolotes. C'est que souvent, un client, quand il achète, il achète un appart. Ce client même a habité à 500 mètres à vol d'oiseau Il de l'appart, connaît. quoi. Il connaît. Il connaît soit la résidence, il connaît le quartier. En fait, il achète à domicile. Donc, ça le rassure aussi. Après, il y a la connaissance du secteur. Je pense qu'il y a des villages qu'on ne connaît pas, qui fonctionnent très bien en location, mais nous, qu'on ne connaît pas simplement parce qu'on n'y travaille pas. Donc, l'emplacement, en fait, il est rassurant aussi. Rassurant pourquoi? Parce que la vie est faite de plein de choses, plein d'étapes et de péripéties. Donc, des fois, on a des projets. Donc, le côté aussi liquidité. Ce que souvent, je dis à mes clients, c'est que la possibilité de revendre en quelques semaines, elle est hyper importante parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc, si un client me rappelle, ça fait, je ne sais pas, 10 ans qu'il a acheté un appart avec moi, ça se passe très bien, il a toujours loué, il m'appelle, il me dit Antoine, il faut revendre l'appart parce que on doit s'offrir la maison de nos rêves. Bon, déjà, ce serait un plaisir de retravailler pour lui, mais au-delà de ça, lui apporter aussi ce côté liquidité et le temps, en fait, un timing qui soit respecté sur la vente, c'est aussi pour moi très important. Et après, on a l'emplacement. Là, on parlait d'investissement, hein, mais l'emplacement parce que derrière aussi, en termes de candidat locataire, loyer, rentabilité, on va pouvoir être plus haut, en tout cas, avoir de meilleurs candidats. Moi, souvent, ce que j'explique, c'est que ce fameux rapport de risque à rendement, bah, il est dans l'immobilier, il est pas, si vous deviez tracer une courbe, il se place pas à un endroit. Parce qu'en fait, l'immobilier, vous avez du très sécure et pas le plus rentable, et du beaucoup plus risqué et bien plus rentable. Et moi, j'aime bien considérer que sur cette courbe de risque à rendement, en fait, l'immobilier prend une grande part. Pourquoi? Bah, parce que tu l'as dit, en fait, si j'ai un souhait de faire purement du patrimonial et de valoriser ma pierre dans le temps, Mm. bah, je vais prendre des endroits qui potentiellement vont plus se valoriser, mais du coup qui sont pas forcément les plus rentables en termes de loyer. En revanche, si mon but est de générer par exemple juste du complément de revenu parce que je vais le garder toute ma vie, là on s'en fiche d'aller dans des petites villes, dans des petits villages, peu importe, mais là où on va avoir un écart et un rendement du coup qui va être beaucoup plus intéressant entre ce que je vais avoir investi par rapport à ce que je touche de loyer. Ouais, ça dépend des philosophies d'investissement. Voilà, Exactement. Donc des projet. objectifs de chacun, ce qui va être important, c'est de voir, comme tu dis, si mon objectif c'est bah, dans 10 ans d'acheter ma résidence principale et donc de faire travailler cet argent pour potentiellement aller peut-être plus sur du patrimonial. En Mhm. revanche, si mon objectif c'est de faire du complément de revenu et j'aurais pas besoin de l'argent que je vais mobiliser pour cet investissement, là on peut aller sur des choses un peu plus, euh, bah, plus excentrées des grandes villes. Parce que tu as dit Toulouse et tu sais que l'amour que je porte à cette ville, mais aujourd'hui, c'est se dire en fait quand je vais dans des métropoles qui sont déjà d'une certaine manière développées, mais pas autant qu'elles vont l'être parce que bah il y a forcément des perspectives d'évolution. J'ai déjà des voyants au vert pour investir quoi. C'est ça, exactement. Ok. Dernière chose qui est très importante et ça c'est toi qui vas leur expliquer, c'est comment est-ce que ça fonctionne l'achat immobilier dans l'ancien. Quelles sont toutes les étapes que ça soit bah, du moment où il t'appelle à toi directement ou du moment où je t'envoie quelqu'un Ouais. jusqu'au moment où il récupère ses clés et son locataire rentre à l'intérieur quoi. Ok, les étapes vraiment de la recherche jusqu'à Ouais. l'acte et la remise des clés, quoi. Ouais. Ok. Comment ça se passe? Bah déjà, je pense que bah déjà, la première des étapes, et c'est ce que je dis à tous mes clients et toutes les personnes qui nous contactent, c'est d'aller voir la banque. Ouais. D'aller voir la banque pour connaître son budget, connaître sa capacité d'emprunt et aussi connaître simplement l'enveloppe qu'on veut y mettre. Parce qu'il y a des gens, même s'ils ont une capacité d'emprunt qui peut être très large, ils vont simplement vouloir désigner un montant à investir. Nous, c'est ce qu'on fait chez Square Habitat. En fait, on a la possibilité d'envoyer nos clients directement Crédit vers Agricole. nos collègues et donc conseillers bancaires. Ils vont pouvoir faire un rendez-vous avec les clients et derrière leur proposer ben, le service donc, du prêt, mais leur calculer, on va dire, tous les tenants, les aboutissants pour réaliser le projet. Donc ça, c'est la première chose parce que ça nous permet ben, d'ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce que je peux acheter, pardon, qu'est-ce que je peux pas acheter. Hmm. Voilà, simplement. À partir de là, nous, on va désigner avec le client ben, la recherche. On va essayer de tisser toute cette recherche, les critères, les volontés.
même un peu avec Utopie, hein, pour les premiers rendez-vous. Le but, c'est de comprendre la recherche, mais souvent, le client, il a des attentes qui peuvent dépasser ce qu'il peut faire avec sa capacité d'emprunt, quoi. Et donc là, en fait, on va proposer derrière des logements, faire des visites avec les clients. Le but, c'est d'être quand même proche de la cible, hein, d'accord, pour Faire gagner du temps. gagner du temps, être, je dirais, concentré sur le client et pas lui montrer des choses qui sont totalement absurdes, quoi. Donc, c'est comprendre le client vraiment et faire avec son budget, c'est de trouver la meilleure chose. Ok. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu fais l'offre. Voilà. Une fois qu'on a trouvé l'appartement déjà, il peut y avoir des fois des moments de réflexion, ça fait partie de la nature humaine. Ouais. La personne réfléchit et là, hop, elle nous rappelle, Antoine, je veux acheter. Là, bah, super. Donc, généralement, on fait voilà, ce qu'on appelle des propositions, des offres d'achat. Derrière, on fait le travail aussi de négociation et conclusion, donc l'acceptation au final, quoi. Parce que la particularité de ton métier, c'est que toi, tu agis autant dans les avantages d'un acheteur que dans les avantages d'un vendeur. Je peux rencontrer des vendeurs, donc ils vont me laisser leur bien à la vente Ouais. chez nous. Et derrière, je vais m'occuper aussi de la recherche de clients pour qu'ils achètent et investissent. Délai, bon, il y a les délais, parce que tout se fait pas en 2 semaines, hein, Ouais. il faut le temps, une fois que l'offre est acceptée, d'aller signer un compromis, etc. Oui. Tu signes ton compromis, tu obtiens le financement, offre de prêt Oui, qui s'est dite, c'est ça. ça se signe, et ensuite, direction chez le notaire. Avec C'est un ça. petit peu plus de délai entre les deux, parce qu'il y a la préemption généralement, Oui. qui peut être, qui fait Selon, un ou 2 mois, quoi. ouais, selon les métropoles et les villes et les mairies. Mais ouais, tu as tout bien dit. Donc le compromis, une fois qu'on a trouvé l'acceptation Mm. avec les parties vendeurs-acheteurs, ben, on se rend une première fois chez le notaire pour faire le compromis ou l'avant-contrat. Et après, effectivement, on lève les conditions suspensives. Donc s'il y a condition de prêt, ben, l'obtention du prêt. Et après, remise des clés, acte authentique, champagne, Etc., basta. etc. Dans la mise en place, puisque là on parle d'investissement locatif, généralement l'étape suivante c'est la gestion. Alors ça dépend, sauf si c'est au pied de chez vous et que vous avez. Mais même quand c'est au pied de chez vous, vous n'avez pas forcément envie de prendre le temps de le gérer. Donc là vous accompagnez aussi sur de la gestion locative Oui, au sein de ton agence. totalement. On peut accompagner sur la gestion locative, déjà sur une proposition de gestion Ouais, avec je dirais, des plus ou moins de qualité sur le contrat. ouais, Donc la gestion simple, c'est déjà trouver le locataire. ouais. On va partir de la base, trouver le candidat locataire, étudier son dossier et l'entrée dans les lieux. Et la Voilà. gestion courante après. Et après, c'est la gestion courante, donc c'est la réception des loyers, Ouais. la gestion des charges, le paiement des charges au syndic, la gestion des péripéties, il y a une fuite, il y a Faut besoin gérer de après changer les de assureurs, four. etc., quoi. C'est ça, essayer de traiter ces choses qui sont hyper chronophages et en plus administratives. Donc ça, c'est le job de la gestion. Et quand je parlais de qualité par rapport au contrat, c'est toutes les options additionnelles qu'on peut rajouter. Les assurances notamment, Assurance, locatives. assurance locative, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je mets le gros accent sur ça parce que on n'est jamais à l'abri d'avoir un problème de paiement ou un problème au locataire, etc. Et j'ai souvent eu des clients qui achetaient des appartements. D'ailleurs, peut-être que le client lui-même qui regardera ce podcast, il se reconnaîtra. Mais ça m'est arrivé de trouver des biens immobiliers pour des clients. Le locataire est présent depuis 10 ans dans l'appartement. Ça change, il paye plus. Eh ben non, il change, c'est pas, ça Ça change change même le pas. propriétaire, mais pas le Ouais. locataire, et le locataire paye plus, quoi. Et 2 ans plus tard, tout se passe bien. Et puis on me rappelle, Antoine, le locataire, il peut pas, qu'est-ce que je fais? Et là, il a pris l'assurance. Ouais, Pourquoi? Parce que ça coûte 6 euros par mois. ouais. Et on s'est dit, on va économiser 6 euros. Et là, en Qui fait, sont au demeurant en plus déduits des revenus quand oui, on est au réel. ouais, exactement. Donc, Donc le coût réel, il est même pas de 6 euros en fait. ouais, ça c'est après dans les C'est un peu plus calculs, voilà, technique, mais d'impôts. Moi, je te parle simplement de qualité de gestion. C'est des assurances qu'il faut prendre. Après, il y a certains dossiers, candidats locataires ont la garantie Visal, etc., une garantie d'État qui est adossée à leur dossier. Des fois, il n'y a pas besoin de cette assurance. moi je suis partagé avec Maintenant, cette je l'ai garantie dit, Visal. prenez-la. En fait, toute la particularité, j'ai eu l'autre jour un client, il a la garantie Visal, Hmm. qui, pour vous expliquer simplement, c'est qu'en fait, la garantie loyer impayé, c'est un propriétaire qui s'assure en cas où le locataire ne paie pas. La garantie Visal, c'est un locataire qui se fait, entre guillemets, cautionner, assuré par l'État Ouais. sur le fait que s'il ne paie pas, c'est elle qui prendra le relais. C'est l'État. Ouais. La problématique, c'est qu'il y a plein de choses qui sont relativement creux, que déjà les délais d'indemnisation. Alors sur le papier, il n'y a pas de franchise, sauf que moi, le dernier propriétaire que j'ai eu au téléphone il y a 3 semaines, ça fait 4 mois, il n'a pas touché encore un loyer. Alors ça va se déclencher, Oui. mais c'est très long. Ouais. Et toute la problématique, c'est que moi, j'ai rien contre les assurances publiques, parce qu'elles sont très bien, elles sont mises en place.
ça sera moins agréable et moins facilitant qu'une assurance privée. Oui, Et pour le coût, comme on disait, de 5 ou 6 euros par mois, oui, faut parfois mieux aller dans du privé. Ça dépend, mais moi, j'ai pas de problème à le dire. Faut parfois mieux aller dans du privé. C'est plus rassurant, ouais. premièrement. Et deuxièmement, bah, ça, c'est pas mal d'actualité aussi. On sait que les procédures sont de plus en plus longues. Donc, comme tu disais, si le locataire se met à plus payer, vous pouvez mettre 1 an et demi à sortir un locataire de votre logement. Et 1 an et demi sans loyer, vous allez vite vous rendre compte que vous auriez préféré payer 6 euros par mois depuis le jour où vous l'aviez acheté. Oui. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder, mais ça se valorise, quoi. Je sais qu'aussi la qualité après de la relation avec la gestion peut dépendre de ces assurances. Oui. C'est-à-dire si le gestionnaire, ben, il a mis en place avec le client l'assurance loyer impayé, ben, lui, il est rémunéré. Enfin, il est rémunéré, il touche ses loyers. Donc, en fait, ça ne détériore pas l'ambiance parce que la gestionnaire ou le gestionnaire qui s'occupe de l'appartement, lui, il est pour rien Mm. dans tout ça. C'est-à-dire que le locataire, de base, le dossier, il était bon. Après, la vie et les péripéties de la vie font qu'il ne peut plus payer. Mais, encore une fois, je te le dis, ce genre de choses maintenant, quand les clients me disent oh, on va pas la prendre quand même, ça coûte. Même des fois, c'est pas 6 euros, peut-être c'est 15 euros, tu vois. Mais, et 1 euro est 1 euro, et je suis d'accord, il faut quand même mesurer les choses. Et souvent, ça va être des frais que la personne peut ne pas se permettre de jeter. Donc, à l'année, ça représente peut-être une moitié de loyer, quoi. Grosso modo, c'est 2,5%. Donc, sur un loyer à 600 balles, ça fait Ouais. 12 balles. Je pense que les tarifs sont assez Donc, ça fait peuvent 15, être, peuvent être différents, Ouais, mais mais c'est entre 2 et... ouais, Sur le marché aujourd'hui, vous êtes entre 2... Ouais, péniblement entre 2 et 3. Je vais faire une oui, fourchette très large, même si j'ai jamais vu oui, 3, mais on va être entre 2 et 3, on va dire, sur uniquement une garantie loyer impayé. c'est ça. Ce qui, par rapport au risque que vous prenez si vous l'avez pas... Moi, je sais que quand j'ai fait de la gestion locative avant, j'obligeais, hein. C'était presque... Ah, Enfin, ouais, j'obligeais. C'est jamais obligatoire. Mais le problème, c'est que si vous le faites pas, déjà, la gestion, elle prend la responsabilité d'une certaine manière, comme tu disais. Deuxièmement, vous n'allez pas prendre le temps de regarder les dossiers pour les valider. Et puis, même si vous preniez le temps de le faire en tant que propriétaire, bah, c'est pas votre métier. Et mm. nous, on le voit en tant que gestionnaire. Il y a des faux dossiers qui sont très bien faits aujourd'hui. Ah, ils sont super bien faits. Donc, vous pourriez pas le savoir, quoi. Ouais. Après, les gestions locatives sont équipées souvent de pôles juridiques Oui. qui aident quand même les bailleurs à résoudre ce problème de loyer impayé. Par contre, effectivement, ça prend du temps. Si en plus de ça, là, Paul, tu me rejoindras, je pense, mais la mensualité est épaisse et la personne se retrouve avec un trou financier pendant plusieurs mois, je pense que le côté train de vie aussi peut être impacté. Ah bah complètement. Donc, nous, en tout cas, en termes de conseils, chez nous, chez Square Habitat, on va demander aux propriétaires de la prendre, non pas parce que c'est bien de la prendre, l'assurance et de la payer, mais simplement parce que ça sécurise aussi l'investissement et on dort tranquillement. Je suis d'accord. Dernière question. Pourquoi est-ce qu'il faut plutôt passer par une agence, en tout cas se faire accompagner d'un agent immobilier plutôt que de passer de particulier à particulier? Je te laisse, Antoine, y répondre. Ouais, écoute, l'agence en elle-même, elle va avoir un but quand même. Si aujourd'hui, il y a à peu près 8 personnes sur 10 qui passent par agence, ou même 9 personnes sur 10 presque, c'est qu'il y a un but et c'est que c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est vraiment, alors au-delà de faire visiter un bien à un client, lui ouvrir la porte et lui dire tenez, ça vous plaît ou pas. En fait, on va avoir toute, nous, je dirais, un travail de mise en évidence des informations, une transparence sur tous les sujets. Alors si on est sur une maison individuelle, simplement, moi, ce sera les diagnostics, la parcelle, les règles d'urbanisme. Ça, tout ça, on va pouvoir aussi le transmettre parce que, encore une fois, toutes ces informations-là, je pense, sont publiques. Mais pour les obtenir, il y a quand même un travail de recherche qui peut être fait par la personne. Nous, notre but, c'est de les mettre en avant. Si on est sur de la résidence, donc une copropriété, un appartement, on va pouvoir donner toutes les informations sur le syndic, donc les informations de résidence, les assemblées générales, le règlement de copropriété. Simplement, un investisseur, lui, qui vient et qui veut voir un appartement et qui me dit oui, monsieur Le Serre, je veux faire un investissement pour faire de la courte durée, du Airbnb, etc. La première des choses que je peux lui dire, c'est voici le règlement de copropriété, c'est autorisé ou pas. Oui, il y a Donc un déjà, gros travail de veille juridique, voilà, quoi. on va gagner du temps, peut-être. Donc, la transparence sur les documents, tout transmettre, pouvoir aussi traduire certains éléments qui ne sont pas simples, comme par exemple un décompte de charges d'une copro, hein, d'une résidence. Qu'est-ce qui fait partie des travaux? Quelles sont les charges annuelles? À quoi ça correspond? Il y a certaines lignes qui sont, on va dire, un peu implicites, qu'on ne comprend pas trop. Nous, à l'expérience, on sait ce que c'est. Pouvoir aussi prévoir, appeler le syndic, essayer de
d'avoir toutes les informations possibles pour que le client il soit dans une sérénité la plus totale. Et encore une fois, je parlais d'expérience tout à l'heure par rapport à l'achat, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire la personne aujourd'hui, elle peut acheter un bien immobilier et ça peut être l'occasion pour elle de dire, OK, j'ai adoré l'expérience, j'ai tout compris. Maintenant, ça me permet d'en faire d'autres, pourquoi pas, c'est le mieux, hein, le pompon sur la Garonne. Ou soit une personne peut avoir une expérience totalement catastrophique parce que l'agent n'a pas forcément été au courant de certaines choses. On peut avoir des éléments, en fait, qui peuvent être problématiques, des objections qu'on va rencontrer chez le notaire. Le client, s'il les a au moment de signer, limite, Compliqué. pour lui, ça peut être des mauvaises surprises. Donc, en fait, aujourd'hui, passer par une agence, que ce soit pour un vendeur ou pour un acheteur, le but, c'est d'avoir de l'information, de pouvoir rassurer, de pouvoir aider ou épauler s'il y a besoin. Donner aussi, pourquoi pas, la recommandation d'artisans, de professionnels s'il y a besoin, pour, par exemple des phénomènes du bâtiment, pour, je sais pas, faire des travaux, des devis. C'est vraiment, on va faire travailler le réseau de professionnels avec nous, qui fait partie en fait du travail de l'agence. Et dernière chose aussi sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'il n'y a pas de surcoût pour un investisseur typiquement. Pourquoi? Parce que en fait, on valorise le fait d'avoir tout ce service-là qu'on n'a pas forcément. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui coûte. Non, en fait, nous, en plus, comment on le traduit aussi commercialement, pour expliquer, quand on rend une estimation sur un bien qui vaut 100 000 euros pour donner un prix rond, le bien, il vaut 100 000 euros. Il ne vaut pas 100 000 plus la commission, Hmm. il vaut 100 000 euros. Et si la personne fait appel à nous pour la vente, effectivement, les frais sont dedans, sont confondus. Mhm. Donc le bien, c'est toujours le prix, c'est 100 000 euros. Il n'y a pas de surcoût pour l'acheteur. Derrière, évidemment, il y aura les frais de mutation, hein, les frais de notaire. Oui. Hein, Qui sont aujourd'hui d'à peu près 7,5%. c'est ça. Tout dépend le projet, entre 7 et 8. 9, ouais. C'est ça. Donc, sur ça, il n'y aura pas de surcoût pour le client acheteur, mais seulement, je dirais, de la qualité de prestation et un achat qui peut se passer dans la meilleure des conditions. Merci en tout cas Antoine pour Avec toutes plaisir. ces réponses, toutes ces questions. J'espère que on va avoir dégrossi, qu'on va vous avoir aidé et incité à investir, mais bien le faire. Si vous avez une quelconque question ou que vous avez envie de nous parler de votre projet, de voir comment est-ce que vous pourriez le réaliser, etc., faut venir nous contacter. Moi, vous avez directement tous les réseaux sociaux qui sont en description, le formulaire contact aussi pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Antoine, je mettrai aussi ses coordonnées. Et puis comme ça, on verra à l'avenir si vous le faites pour que ça soit bien fait et que vous puissiez en faire d'autres, comme l'a dit Antoine juste avant. Ouais, c'est une belle aventure. Merci. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir en tout cas. J'espère que j'ai répondu à des questions et que j'ai été clair et pas trop long sur certaines questions. Mais merci à toi et j'espère revenir.